Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Alors je m'appelle Pierre, j'ai 21 ans. J'ai juste une image claire qu'à mes 10 ans, j'avais déjà ces troubles-là. Pour moi, c'était normal d'avoir des envies suicidaires, de s'automutiler, d'avoir ces crises. J'ai toujours eu un décalage avec les autres en fait, depuis très très jeune. J'ai pas un physique qui exprime que j'ai été ça, parce que j'ai un IMC tout à fait normal. Et c'est vrai que j'ai toujours du coup grandi sur cette peur d'être gros, parce que du coup gros c'était moche, gros c'était en mauvaise santé, gros c'était voilà tout plein de choses. Après j'ai commencé à faire du sport et là c'était foutu quoi. J'ai mis le doigt dans un engrenage dans lequel je me rendais même pas compte. Je dirais que je suis un peu dans le début, un début qui est quand même bien avancé. Je dirais que parfois l'aide est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Parfois, faut juste oser tisser du lien et en fait, on va avoir de très très bonnes surprises. Bienvenue dans l'épisode 77 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Pierre qui a 21 ans et qui est devenu diététicien. Nous allons parler ensemble de ce qui a motivé ce choix de métier. Pierre nous explique que les TCA, les troubles des conduites alimentaires, ne sont qu'une pièce du puzzle des troubles qu'il a vécu et vit encore pour certains. À 10 ans, Pierre pensait que c'était normal d'avoir des envies suicidaires, de s'automutiler et de faire des compulsions alimentaires, même s'il avait déjà conscience de l'inconfort dans lequel il vivait. Pierre a grandi dans un environnement grossophobe avec la croyance que son corps était non conforme. Au collège, il a commencé à faire du sport de plus en plus pour compenser les crises et est tombé dans la boulimie. C'est au début de ses études supérieures que Pierre a commencé à demander de l'aide et à aller mieux, entre autres grâce à la présence d'une psychologue au sein de son université. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse faire la connaissance de Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir, d'autant plus que tu es venu jusqu'à moi à Dourdan et on n'est pas si loin que ça l'un de l'autre, mais quand même, tu t'es armé de courage pour affronter le RERC ce matin, ce qui n'est pas une mince affaire, voilà, ceux qui le côtoient connaissent, mais vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir que tu proposes de te déplacer jusqu'ici pour venir apporter ton témoignage, donc déjà, merci beaucoup. D'avoir fait cet effort-là. Je ne sais pas si c'était un effort, mais en tout cas pour moi ça le serait. Donc je suis extrêmement touchée quand des personnes se déplacent jusqu'ici. Et alors donc nous on s'est connus parce que tu avais commenté un de mes posts sur Instagram. Et alors je sais plus, c'était peut-être suite au témoignage de Robin, qui était le second homme à venir témoigner sur le podcast, et où tu t'étais reconnu, je crois, dans certaines part de son histoire et dans celle de Ludovic. Et de ce fait, j'ai sauté sur l'occasion, on va dire quelque chose comme ça, pour te contacter et proposer que tu viennes à ton tour témoigner et ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je te remercie vraiment beaucoup parce que c'est extrêmement important pour moi que d'autres hommes, alors les femmes aussi, je vais pas dire que maintenant on va être dans un podcast 100% masculin, mais voilà, qu'il y ait une diversité en tout cas dans les témoignages. Donc, mais voilà que j'ai assez parlé pour le moment. Et Pierre, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent ? Déjà, merci à toi. C'est super gentil. Et, alors, je m'appelle Pierre. J'ai 21 ans. Je suis diététicien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un peu paradoxal. Oui, tu nous expliqueras pourquoi alors dans la suite. Mais aujourd'hui, ça fera partie
Ouais, aujourd'hui, tu exerces cette profession. Voilà, aujourd'hui, j'exerce cette profession dans un centre spécialisé dans le handicap mental, avec notamment des gros troubles du comportement alimentaire Mhm. liés à une maladie spécifiquement. Oui. Donc voilà, je côtoie ce genre de problématiques, on va dire, quasiment au quotidien. Mhm. Ouais, tu t'es plongé dans le quotidien des troubles alimentaires et en tout cas de la relation compliquée avec l'alimentation. C'est ça. Et j'ai vraiment hâte que tu nous racontes ce qui a motivé ce parcours professionnel, mais aujourd'hui, c'est aussi ton parcours personnel que tu vas nous partager. Par où tu aurais envie de commencer? J'avoue on peut prendre plusieurs pistes. Soit je peux Oui. partir sur un ordre plutôt chronologique, soit je peux d'abord développer sur le côté professionnel, qu'est-ce qui m'a emmené à avoir ce parcours-là, comme tu préfères. Oui, bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? Tu sais, c'est la réponse de psy. Et vous en pensez quoi? Si on peut commencer par la chronologie. Et puis, Chronologie. de toute façon, ça Allez. mènera forcément sur professionnel, parce que... Oui, alors c'est parti. Alors, le problème, c'est que je suis pas un très bon invité, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, donc je pourrais pas te dire exactement à quel moment ça a commencé. Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais partager aussi sur ce podcast-là, c'est que pour moi, les TCA, c'est une partie du problème. Oui. Et pour moi, c'est un puzzle, et que les TCA, c'est une pièce du puzzle. C'est une manifestation d'un trouble, mais qu'en fait, autour de ça, j'ai beaucoup d'autres... Enfin, beaucoup. En tout cas, j'ai d'autres troubles associés. Oui. J'ai juste une image claire qu'à mes 10 ans, j'avais déjà ces troubles-là. Donc des troubles psy de manière générale. Oui. TCA inclus. Mais à mon avis, ça devait commencer avant, je pense, sûrement vers mes 9 ans, voire peut-être plus tôt, j'en sais rien. Oui, Mais en tout comme cas, quelque chose qui s'est installé et dont tu as vu l'émergence autour de tes 10 ans. c'est ça. À 10 ans pour sûr, peut-être avant. Oui, Mais, en tout cas, les souvenirs sont là autour de 10 ans. c'est ça, j'ai des souvenirs clairs qu'à 10 ans, littéralement au jour de mon anniversaire des 10 ans, Ah oui. que ça allait vraiment pas du tout. J'avais énormément d'envie suicidaire à ce moment-là. Malgré le fait que tout le monde essayait d'être un peu en mode festif, j'avais énormément d'envie suicidaire, et je me rappelle que je m'automutilais aussi déjà à ce moment-là, et que j'avais aussi des crises d'hyperphagie boulimique. Oui. Donc à ce moment-là, c'était pas de la boulimie. Du coup, il y avait aucune compensation derrière, mais c'était tellement compulsif, j'allais dans les placards, je mangeais tout ce que je pouvais manger, donc ça pouvait être soit des choses comestibles, soit carrément des choses crues, donc des pâtes crues, du riz cru, etc. Et c'est vrai que c'était très compliqué à cette époque, parce que j'ai l'impression que quand on est jeune, on n'a pas le recul dessus, et on a l'impression que c'est normal en fait. Ah oui, c'est-à-dire tu te disais que tout le monde faisait ça? C'est ça quand tu dis c'est normal? Pour moi, c'était normal d'avoir des envies suicidaires, de s'automutiler, d'avoir ces crises. Et du coup, pour moi, ça n'a jamais été, entre guillemets, un problème, même si je le vivais mal. Oui. Mais pour moi, c'était juste moi qui étais trop faible par rapport à la vie. Et... Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'était un peu dans ces eaux-là, quoi. C'est-à-dire que ça faisait tellement partie de ton quotidien, ces différentes expressions d'un même trouble, hein, et c'est ce que tu disais aussi, il y a peut-être quelque chose de racine, en fait, et puis il y avait différentes manifestations que tu te disais, bah oui, de toute façon, c'est moi, c'est normal, en fait, c'est ma vie, quoi. Peut-être pas tout le monde vit ça, mais moi, c'est normal que je vive ça, en fait. Bah moi en fait je pensais que c'était normal que moi je le vive, et aussi je pensais que c'était dans le quotidien de tout le monde en fait. Pas tant pour les troubles du comportement alimentaire pour le coup, pour les TCA c'est vrai que j'avais pas trop cet aspect là, mais pour le reste, les envies suicidaires etc, je pensais que c'était normal. Bon, je me rends compte que à 21 ans c'est pas normal. Oui, tu as fait du chemin depuis, mais voilà, à 10 ans, et puis tu disais aussi bien sûr que tu n'avais aucun recul sur quoi que ce soit. Je pense que c'est lié à l'âge, mais peut-être d'une manière générale, quand on est profondément dans cette souffrance-là, c'est compliqué d'avoir du recul sur ce qui se passe en fait. Et surtout qu'à l'époque, j'avais pas forcément les mots que j'ai actuellement pour mettre sur ce genre de trouble. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi de verbaliser à l'époque, on sait pas trop par où commencer, c'est vraiment pas facile de s'exprimer là-dessus et savoir à qui l'exprimer. Mais oui. Et ouais, c'est très compliqué de le vivre quand on est particulièrement jeune. Ouais. Et puis ce que je comprends, c'est que c'était quelque chose que tu vivais très seul et qui était caché à ton entourage, à ta famille. Alors oui, caché, oui. En fait, le but, c'était clairement pas de m'exposer. Ça n'a jamais été le but, contrairement à ce que m'a dit ma mère il y a quelques temps. Mais il y avait quand même des soupçons, entre guillemets, dans le sens où parfois on me voyait sortir du placard, mais ça n'a jamais alerté mes parents plus que ça. Donc voilà, même quand je faisais des crises de larmes, des sortes de crises d'angoisse, etc., bah, ça n'a jamais alerté personne. Alors que c'était quand même des choses qui arrivaient plusieurs fois par semaine,
à leurs yeux, et pour moi c'était des trucs qui étaient tous les jours en fait. Je me rappelle, donc j'étais entre guillemets très timide, mais du coup c'était un peu lié à tous ces troubles-là qui faisaient que je m'isolais beaucoup. Oui. Parce que j'ai toujours eu un décalage avec les autres en fait, depuis très très jeune. J'ai toujours eu du mal à sociabiliser, à trouver finalement ma place au sein des groupes. Donc j'ai toujours été très seul. Au début, moi personnellement, ça m'a pas trop pesé. Mais quand ça fait plusieurs années que t'es seul et que t'arrives pas du tout à socialiser, que t'as personne à qui parler et que t'as tes envies suicidaires tout le temps et que ça va pas, au bout d'un moment, ça commence un peu à te peser. Et donc ça accentue finalement tout le reste des troubles en fait. Oui. Pour revenir un peu sur les TCA et l'image corporelle, à ce moment-là, c'est vrai que je me prenais aussi des moqueries un peu à l'école sur mon physique. Pourtant, j'ai pas envie de dire que c'est un paradoxe, mais c'est un peu, malheureusement, je suis un peu la mauvaise personne qui a des TCA, dans le sens où j'ai pas un physique qui exprime que j'ai des TCA, parce que j'ai un IMC tout à fait normal. Je l'ai toujours eu d'ailleurs, j'ai jamais été en surpoids ou en sous-poids. J'ai une vie relativement normale, j'ai un travail, enfin voilà, ça se voit pas forcément, mais c'est vrai que du coup, pour avoir entre guillemets une certaine crédibilité, ça peut être compliqué. Je me suis déjà pris des réflexions par un psychiatre qui me croyait pas du tout. Ah oui. Ouais, c'était quand je cherchais des soins après l'université. Mais du coup, ça, quand j'étais jeune, du coup, je me prenais des moqueries sur mon poids alors que j'avais un poids normal. Ça m'impactait en fait parce que c'était régulier, notamment les cours de piscine. Je pense que je suis pas le seul qui a eu des mauvaises expériences à ce moment-là. Ah là là, les fameux trimestres, je me souviens plus, c'est en EPS où on va à la piscine, ou enfin le cycle piscine, quand il y a une piscine dans notre commune où on va à la piscine. Ouais. C'était une plaie. Beaucoup de personnes disent que c'est les filles, et c'est vrai que typiquement, c'est vrai que les filles ont plus tendance à se prendre des remarques, ça peut être plus compliqué au niveau de la puberté, etc. Mais honnêtement, les garçons sont pas forcément beaucoup plus tendres non plus entre eux, et même les filles envers les garçons, c'est pas non plus très tendre non plus. Non. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de jugements parce que, alors je sais pas pourquoi, dans ma classe, beaucoup de personnes étaient très fines. Et j'avais notamment d'ailleurs quelqu'un qui était super sympa. Bon, ça c'était un peu plus tard, c'était plutôt au niveau de l'adolescence, mais qui était très sportif pour le coup. Il faisait des crosses, etc. Il avait un très bon niveau, et donc forcément il était tracé, voilà. Et du coup, c'est vrai que tout le monde faisait un peu tâche derrière, quoi, entre guillemets. C'est ça, c'était devenu la référence en fait en matière de physique. Alors vous ne voyez pas, mais je mets la main en haut, quoi. La référence, voilà, à atteindre pour les autres garçons. Exactement. Surtout que c'était quelqu'un qui était très intelligent, qui excellait partout. Enfin, c'était vraiment le gars parfait, quoi. C'était l'horreur, quoi. C'est ça. Donc on était très vite comparés, et du coup, forcément, ça accentue encore plus les complexes. Donc c'est vrai que la piscine, c'est compliqué. À l'heure actuelle, je ne vais plus à la piscine. Oui, ça continue à rester un sujet sensible pour toi. Ouais. Bon, après, on n'est pas tous obligés d'aller à la piscine, mais ce que j'entends, c'est quelque chose dont tu te prives, en fait. Enfin, peut-être tu aimerais, mais il y a un pas qui n'est pas possible à franchir pour l'instant. C'est ça. Tellement ça a été marquant. Tellement je suis complexé, en fait. Ouais. C'est ça. Et ce que je comprends, c'est que donc, l'émergence, en fait, du début des souvenirs, c'est ce fameux anniversaire de tes 10 ans. Moi, je reste avec l'image d'un petit garçon très isolé, très seul, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ok, il y a ce souvenir à 10 ans, mais il y a eu tout ce qui s'est passé avant, sans doute, qui a amené à ça. Donc, tu parlais de beaucoup d'isolement, de t'être toujours senti différent, à côté. Et puis, il y a quelque chose qui s'est poursuivi ensuite, ou peut-être même qui s'est accentué dans... Oui. Alors là, Pierre hoche la tête. Clairement, ça s'est accentué avec la puberté, l'adolescence, ces comparaisons qui continuent. Clairement. Franchement, les années collège et même lycée, ça a été très compliqué. Sachant qu'à côté de ça, à la maison, j'ai ma mère qui n'est pas forcément très ouverte sur la diversité des corps, etc. Donc on va dire que je me prenais aussi pas mal de remarques aussi gros. Enfin, j'ai pas envie de dire grossophobe, parce que techniquement je suis pas une personne grosse, mais c'était des remarques en mode t'es gros, tu manges trop. Ah oui, si, c'est clairement des remarques grossophobes en fait. C'est la peur de devenir, ou que tu deviennes gros en fait, ou la croyance que tu étais gros, parce que je reste avec ce corps qui était normé, qui a toujours été normé en fait, mais qui était vu par l'extérieur comme anormal. Pas dans les clous, pas dans les normes, et les personnes qui venaient pointer ça du doigt autour de toi. C'est ça, et les gens ils y allaient, quoi. Il y avait pas... Ils étaient francs, on va dire. Ils y allaient francs. Ouais, donc des remarques sur ton physique, mais aussi sur la façon dont tu t'alimentais.
Ouais, sur la façon que je m'alimentais, et puis même ça allait encore plus loin que ça, c'était sur la façon dont je m'habillais, parce que j'étais trop isolé, parce que... alors ça c'était plus à l'adolescence, parfois je tenais un peu plus tête à ma mère, mais c'était pas dans le but de provoquer, c'est parce que justement j'en avais marre de ces remarques, puisque mon père il se prenait encore plus de remarques que moi, et moi personnellement ça m'insupportait pour lui, donc il se prenait toujours des t'es gros, t'es moche, t'es machin. Ma mère aussi, elle ne gênait pas aussi à juger les corps d'autres personnes, par exemple dans la rue, etc. Enfin, elle s'en gênait clairement pas. Quand on grandit dans cet environnement-là, déjà, on s'imprègne de ça, et j'ai honte de le dire, mais j'ai malheureusement eu ce genre de pensée, eu ce genre de dire. Alors, ça m'est arrivé très peu de fois de vraiment le dire, parce que je me suis très vite rendu compte qu'en fait, c'est pas normal. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai très très honte. Mais oui, mais t'étais baigné dedans, mais comme la plupart d'entre nous, en fait. Peut-être que là, c'était plus accentué, mais tu sais, d'avoir ces pensées-là. Alors peut-être moi aussi, je généralise par rapport à mon propre vécu, mais quand j'étais dans cette course à garder un corps normé, forcément que je pensais que les autres, ils faisaient pas ce qu'il fallait, que c'était pas bien d'être gros. Enfin, c'était cette grossophobie, elle est à la fois envers les autres, envers nous-mêmes, et même si notre corps est normé, nous avons tellement peur de devenir gros que du coup, nous exprimons ça aussi. Mais ce que j'entends, c'est que tu dis que assez vite, tu t'es rendu compte que non, il fallait pas avoir des pensées comme ça ou des dires comme ça. Pas forcément par rapport aux pensées, mais plus par rapport aux dires, par rapport aux autres. C'est-à-dire que malheureusement, en plus c'était quelqu'un de super sympa et en fait on a très bien accroché. Finalement, on est devenu super amis par la suite. Mais en fait, il y avait quelqu'un, je pense que je devais avoir 14 ans, je crois à l'époque, 13-14 ans. Et il y avait quelqu'un du coup qui était pour le coup obèse. Mais c'était quelqu'un de super sympa, etc. Et forcément, bon, t'avais un peu l'abruti de service qui décide forcément de l'insulter, etc. Forcément sur son poids et tout ça. Vu que j'avais énormément de mal à sociabiliser, je devais me raccrocher au groupe au mieux que je pouvais. Donc malheureusement, je suis un peu tombé là-dedans aussi. Mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas normal d'harceler quelqu'un sur son poids. Après, ceci étant dit, j'avais énormément de pensées par rapport aux autres quand même. Je me disais, ouais, lui, il est gros, ouais, lui, il est moche. Et surtout par rapport à moi, d'autant plus. C'est vrai que je parle beaucoup des autres, mais c'est aussi par rapport à moi que j'avais ces pensées-là. C'était pas seulement visé sur les autres. Et c'est vrai que j'ai toujours du coup grandi sur cette peur d'être gros, parce que du coup, gros, c'était moche, gros, c'était en mauvaise santé, gros, c'était tout plein de choses. J'avoue que c'est un peu compliqué de parler de ça. J'avoue que moi, j'ai énormément honte. Oui. C'est ça, avec le recul. C'est difficile de t'accorder de la bienveillance sur ces points-là. Même si tu dis, oui, j'étais dans un environnement, bien sûr, qui poussait à ça, facilitait ça. Et puis, remémorons-nous le contexte collège, avec ces groupes d'appartenance, où pour toi, c'était déjà compliqué d'être dans un groupe, de te sentir inclus, en fait. Et malheureusement, au collège, mais ça commence en primaire aussi, et ça peut continuer au lycée, une façon maladroite, extrêmement maladroite et violente de se sentir appartenir à un groupe, c'est d'aller se moquer des autres, quoi, en fait, de se liguer contre les plus faibles ou les personnes, voilà. Donc, et puis tu as vécu ça aussi toi-même, que les autres se liguent contre toi. Donc voilà. Et puis après tu t'es dit mais non, mais ça n'a pas de sens en fait. Cette personne-là, c'est une belle personne en fait. On s'en fout de son poids et de son apparence. Mais je trouve que c'est extrêmement mature de prendre ce contre-pied à ce moment-là, parce que c'est une période tellement compliquée. Mais peut-être on va y revenir du coup. Donc le collège, le lycée. Ça continue à être compliqué pour toi, avec toujours ces autres expressions de souffrance que tu vivais en plus des TCA ou à côté des TCA. C'est ça. Ça a toujours été un pack. J'ai toujours un peu tout eu en même temps. Et c'est vrai que les années collège, c'est là où mes TCA sont encore plus accentuées. Mais du coup, à cause des réflexions de ma mère qui étaient quotidiennes, mes TCA ont du coup pris un tournant à ce moment-là. J'ai commencé du coup à faire de la boulimie, donc ça veut dire que mes compulsions déjà étaient beaucoup plus grosses, ce qui était déjà difficile à s'imaginer, mais en fait je suis passé à manger des choses crues à maintenant manger des choses surgelées, parce que, alors surgelées dans le sens où je les ai pas décongelées, le truc c'était un glaçon, Donc parce que j'avais plus d'autre choix. Quand je faisais mes compulsions, le but c'était que ça se voit le moins possible, donc j'avais pas à me précipiter sur un seul aliment, parce que sinon ça se voit. Donc je devais piocher au maximum sur plein d'aliments possibles. Et en fait, finalement, c'est pour ça que ça se voyait relativement peu.
Et oui. En parlant un peu avec les autres personnes qui ont été TCA, j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qui est un peu commun, c'est qu'on a tendance à vite cacher. Dans le sens où quand on retourne un placard et tout, on va tout faire en sorte que ce soit tout comme avant et que personne soupçonne qu'on ait mis la main dedans, quoi. Que ça passe inaperçu, en fait. C'est ça. D'ailleurs, je dis que c'est drôle, mais en vrai, c'est pas si drôle que ça. Non. Mais en fait, parfois, je croisais mon père qui faisait un peu les mêmes choses. Alors, je sais pas si lui, il a des TCA ou c'était juste du grignotage. Mais parfois, je le voyais sortir aussi du placard. Je lui dis, peut-être qu'on est un peu pareil sur ce point-là. Mais vu qu'avec mon père, les conversations, on va dire, profondes sont très compliquées parce qu'il a beaucoup de mal à parler de choses personnelles. On n'en a jamais abordé. Ouais, n'empêche que vous vous croisiez parfois au détour du placard, en fait. C'est ça. Et je reste avec les réflexions, finalement, que pouvait lui faire aussi à lui, ta mère, du coup, sur son comportement alimentaire ou son physique. Ouais. Tu disais que à ce moment-là, c'est plus la boulimie qui s'est enclenchée parce qu'avec les compulsions ont été plus fortes ou plus nombreuses ou plus importantes en tout cas. Et du coup, il fallait que tu trouves des moyens que ça passe inaperçu au niveau de ta silhouette. Moi, je n'étais pas forcément dans cette optique-là, mais j'étais dans l'optique plutôt de je veux maigrir en fait. J'ai envie de perdre du poids. Ok. Ce qui est complètement entre guillemets paradoxal par rapport aux crises que je faisais, mais j'étais vraiment dans cette optique de vouloir perdre du poids à tout prix. Et donc c'est là où justement vers les années collège où je me suis renseigné énormément sur l'alimentation, comment calculer ses calories, son métabolisme de base, etc. Ce qui en vrai m'a pas mal servi pour mes études. Oui, cela dit, tu avais déjà des connaissances acquises. En vrai, moi, j'avais quand même de plutôt bonnes bases, mais du coup, forcément, je l'utilisais pas pour des fins professionnelles, on va dire. Oui, bien sûr. Oui. Donc, c'était carrément dans les dérives. Donc, en fait, je me restreignais. Alors, à l'époque, contrairement à l'heure actuelle, je pouvais pas sauter des repas parce que ça laisse voir. Et même parfois, j'arrivais à sauter un repas de temps en temps, mais il fallait bien calculer le truc et c'était un peu compliqué. Mais globalement, en fait, je mangeais que des légumes, en fait, sur un jour, 2 jours, voire 3 jours. Donc, en fait, j'avais des apports très, très faibles. Je me suis jamais fait vomir, pour le coup. J'ai jamais réussi. Mais après, j'ai commencé à faire du sport et là, c'était foutu, quoi. J'avais mis le doigt dans un engrenage dans lequel je me rendais même pas compte des conséquences que ça allait avoir, en fait. D'autant plus qu'on est bassiné avec les réseaux sociaux. Bon, je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup de grands influenceurs sport qui clairement prônent une alimentation troublée et surtout un rapport au sport qui est clairement pas normal. Exact. Et du coup, moi, personnellement, ça m'a, entre guillemets, aidé. Mais continuer ce genre de Mais bien pratique, sûr, quoi. c'était des modèles pour toi. Tu étais vraiment dans cette influence, en fait. Et c'est ça que font les influenceurs au niveau sport. Et tu as vraiment tout à fait raison de souligner combien prône, en fait, une alimentation troublée. Et du coup, c'était super pour toi. Enfin, ça tombait à pic, quoi. Moi, je me nourrissais de ça, en fait. Mais oui. Tous les jours, je regardais des vidéos pour justement me motiver à perdre du poids, à faire du sport. J'en faisais, mais tous les jours. Dans mes années lycée, j'en faisais parfois jusqu'à minuit parce que j'étais un peu plus lent pour assimiler les notions, donc je devais beaucoup travailler pour arriver potentiellement au même résultat, voire un résultat inférieur aux autres. Mais du coup, je travaillais beaucoup, donc j'avais pas forcément trop le temps de faire du sport. Mais du coup, j'étais tellement dans cette mentalité de je dois faire du sport que parfois je faisais du sport jusqu'à minuit et demi. Et je devais me réveiller le lendemain à 6-7 heures pour aller à l'école, quoi. Donc en fait, ça devenait vraiment une obsession. Pour ma mère, lui, ça lui posait absolument aucun problème, au contraire. Mais non. Elle m'invitait à continuer là-dedans. Et je reste avec ces influenceurs sportifs qui prônent aussi ça. Bon, quelques-uns parfois disent faut peut-être quand même un jour de repos dans la semaine, mais c'est quand même tous les jours en fait. Et je pense que c'est une croyance que beaucoup de personnes ont, que c'est bien de faire du sport tous les jours en fait. Ce qui en soi, c'est vrai, mais ça dépend de pourquoi, comment, en quelle intensité, Exactement. le repos qu'on a derrière, etc. Donc, oui et non. Oui, c'est ça. Oui, mais en fait. C'est ça. C'est ça. Si c'est pour courir des marathons tous les jours, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas forcément. C'est Voilà. ça. Et puis, surtout, c'est dans le but, par exemple, dans le cadre de TCA, c'est pour compenser la nourriture. Non, Mais oui. en fait, c'est pas du tout dans un but sain. Et même, j'ajouterais sur les influenceurs que, bon, je nommerai aucun nom, même si je serais très tenté. Ouais. Mais, bon, moi, ça me dérangerait pas, mais bon. Bon, si Mua, ça passe Oui. par là, qui prône l'alimentation intuitive, alors qu'il n'y a absolument rien d'intuitif dans ce qu'elle dit, en fait. Et ça, je trouve ça, mais horrible, parce que, en fait, elle a fait des études, je crois, en agroalimentaire, un truc comme ça. Donc, elle a un peu ce côté de je m'y connais en alimentation. Oui. Et donc, elle se permet de parler d'une notion à but thérapeutique, à but bienveillante. Elle le détourne en quelque chose qui est complètement
du coup pas bienveillant du tout. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué au final de s'y retrouver quand on n'a pas des notions suffisamment solides en alimentation. Donc aujourd'hui, j'ai le recul là-dessus, et c'est clair que, je le vois de mon travail, dans la vie de tous les jours, qu'il y en a qui ont des notions, mais qui sont complètement fausses, ou qui ont parfois des demi-notions. Par exemple, l'alimentation intuitive, ils savent plus ou moins ce que c'est, mais justement à cause des influenceurs, bon, je le cite ici, mais c'est clairement pas la seule, mais qui utilisent l'alimentation intuitive pour prôner finalement des dérives. Je trouve ça malheureux, et je trouve que avec tout ce qui traîne sur l'alimentation à l'heure actuelle, ça complique tout. Et on vit vraiment dans une société globale, qu'on est sur une paranoïa de l'alimentation, parce qu'on a peur qu'il y ait, je sais pas, des trucs super toxiques dans l'alimentation, alors ce qui est peut-être vrai dans certains cas, mais globalement, c'est pas parce qu'on mange des frites qu'on va mourir d'un cancer le jour d'après, quoi. Enfin, Dieu soit loué. C'est ça. Oui. Mais Ce que tu disais, c'est que toi, à ce moment-là, tu tombes à fond là-dedans, en fait. Tu mets le doigt, la main, le bras et tout le reste dans l'engrenage, en fait. Exactement. Et donc ça, tu avais quel âge à peu près? C'était au lycée encore? Là, j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de sport et à basculer dans le côté boulimique plutôt au niveau collège. Vu que j'ai une mémoire en carton, je dirais plutôt vers un coup de 13 ans. Ah oui, donc très, très jeune ado, en fait, dès le début de la puberté, finalement. Ouais, j'irais vers les coups de 13 ans, à mon avis. Oui, 13 ans. 13 ans. Oui. Après, là, j'ai parlé de quelque chose qui s'est du coup passé un peu avant, entre 11 et 12 ans. J'étais en 5e à l'époque. Je me suis fait aussi agresser sexuellement par un camarade, entre guillemets, de classe, quoi. Donc ça n'a clairement pas aidé à avoir un meilleur rapport à son corps. Donc forcément, j'ai été dans le silence toute ma vie, en fait. À part là, quand j'en parle avec des professionnels ou ici dans le podcast, mais sinon, j'en parle pas. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup remis en question sur énormément de points, aussi par rapport à ma sexualité, parce que du coup, c'était un homme qui me l'a fait. Donc j'étais en mode, est-ce que j'ai pris du plaisir, est-ce que j'ai pas pris du plaisir. En fait, c'est très compliqué déjà de manière générale, c'est pas forcément quelque chose de très simple. Non. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, surtout quand on est dans un environnement, puisque à l'école, c'était beaucoup la masculinité un peu toxique. Donc c'est très compliqué de savoir si c'était normal, pas normal, est-ce que c'était moi qui l'avais cherché, etc. En fait, finalement, des problématiques que, maintenant que j'en parle, qui sont relativement classiques, qui sont pas normales, qui sont classiques dans ce genre de situation, quoi. Donc. Oui. Ça veut dire que déjà, le rapport au corps et à la transformation du corps était compliqué. Et en plus, il y a eu cette agression. Et tu vois, ce qui me marque depuis le début de ton récit, c'est cette solitude et ces choses qui ne se disent pas, en fait. Ces envies suicidaires, ces automutilations, les troubles du comportement alimentaire, l'agression sexuelle, la mise à l'écart, voire le harcèlement. Et aucun adulte autour de toi, finalement, qui n'observait quoi que ce soit. Ouais, voire même carrément ne réagissait pas forcément, parce qu'ils savaient que j'étais seul, que j'avais plus d'envie de faire quoi que ce soit. Alors parfois, ils me forçaient pour aller voir des gens, mes parents. Mais ça les a pas perturbés plus que ça. Alors que un enfant qui a pas envie de sortir de chez lui, qui ne veut voir personne, qui s'entend... Enfin, c'est pas que je m'entendais mal avec les gens, mais c'est juste que j'avais aucune affinité avec qui que ce soit. Maintenant, avec le recul que j'ai, je trouve ça inquiétant. Mais c'est vrai que mes parents, en tout cas à l'époque, ça les a pas posé plus de questions que ça. Oui, ils étaient peut-être aux prises avec leurs propres... problématique, mais en tout cas, voilà, c'était assez... Et j'ai oublié de te demander, mais tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère qui est du coup plus âgé, qui lui, pour le coup, n'a pas du tout ces problématiques-là. On est vraiment dans deux mondes différents, en fait. Parce que donc là, du coup, je passe un peu dans le futur, mais quand j'avais, du coup, 19-20 ans, du coup, quand j'ai commencé à avoir mes premiers suivis psy, donc je commençais un peu à assumer, etc. Et je voulais un peu en parler à mon entourage parce que je me sentais que c'était un peu important de leur en parler. Quand je lui ai parlé à mon frère un peu de tout ça, il a clairement pas une façon, on va dire, humaine en fait de comprendre les choses. Et pourtant, je suis quelqu'un de très rationnel, mais il y a juste des choses qu'il ne capte pas dans la maladie mentale qui sont super importantes. Que oui, quand on a envie de se suicider, forcément on a du mal à se lever, on n'a aucune motivation, l'hygiène c'est super compliqué, mais ça c'est des choses que lui ne capte pas, quoi. Et du coup c'est très compliqué de parler de tout ça avec lui et puis de manière générale avec mes proches, mais Ouais.
Donc, je vois que nous sommes en train d'avancer dans l'heure aussi et dans ton récit. Tu nous disais que voilà, vers 19-20 ans, c'est là finalement que tu as demandé de l'aide. Qu'est-ce qui a enclenché ça? Parce que je suis avec toutes ces années de dépression, en fait, de souffrance, de troubles. Et puis, 19-20 ans, tu demandes de l'aide. Alors, en fait, il faut savoir qu'à 17 ans, je fais une tentative de suicide. Ok. Ah oui, il y a eu un passage à l'acte à ce moment-là. Ça explique un peu pourquoi j'ai essayé de trouver de l'aide après. Oui. Et en fait, je l'ai raconté ça à ma mère quelques mois plus tard. Que tu avais fait la tentative de suicide? Ouais. Ah, parce que tes parents n'ont pas été Ils au courant? n'ont pas été au courant, parce qu'il n'y a pas eu de séquelles ou quoi que ce soit. Mhm. Mais c'est vrai que du coup, quand je l'ai dit à ma mère, ça pour le coup, c'est quelque chose que j'ai encore vraiment à travers la gorge. C'est qu'elle a absolument pas réagi, elle en avait vraiment rien à faire. Donc c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est la première fois que je m'ouvrais à ce sujet-là, sachant que c'était vraiment la partie immergée de l'iceberg. Je lui ai pas dit que ça faisait des années que j'avais laissé les troubles, etc. Et c'est vrai que le fait d'avoir absolument aucune réaction, c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé. Enfin, je suis désolé, est-ce que je peux faire une autre parenthèse ou est-ce qu'on a encore un peu de temps pour que je fasse une autre parenthèse? Oui, vas-y, je t'en prie. C'est que aussi, en fait, par rapport au rapport au corps, c'est quelque chose qui m'a aussi énormément impacté, en fait, c'est ma mère aussi. Bon, encore une fois, avec ses remarques constantes, mais même, elle a commencé, on va dire, à avoir des gestes, on va dire, un peu déplacés. Alors, c'était pas incestueux. J'ai appris ce mot récemment, c'est plutôt incestuel. Donc, on était vraiment à la limite entre le c'est normal, c'est pas normal. Et je l'avais confronté pour le coup à l'époque sur ça. Donc, j'étais adolescent, je devais avoir peut-être entre 13 et 15 ans, je pense. Je l'avais confronté à l'époque et pareil, elle n'en avait rien à faire. Donc, et donc, ça continuait. Et donc tout ça combiné, ça fait que j'ai eu énormément de mal à me sentir bien dans mon corps. Donc, mais en fait, j'ai complètement oublié ces passages-là avec ma mère. En fait, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié. Et à 19 ans, du coup, donc j'ai habité seul. Donc c'était ma deuxième année de DUT parce que du coup, je suis allé en DUT diététique du coup pour faire mes études. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre de vivre comme ça. Parce que j'ai envie, en fait, au final, j'avais envie d'aller mieux. C'était la première fois que j'avais vraiment cette envie-là. Et je me suis dit, ça tombe bien. On commence une nouvelle année, je vis seul. À l'université, il y a des psychologues. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec une psychologue. Et j'ai eu énormément de chance parce qu'elle était adorable. C'était vraiment quelqu'un que je remercie énormément. Parce que sans elle, j'en serais clairement pas là. Et franchement, c'est là où j'ai commencé du coup à avoir mon premier suivi avec une psychologue. Ça m'a fait pas mal travailler. Ça a été vraiment un très gros soutien. Et même à côté de ça, à l'université, j'ai réussi à nouer des liens. C'était la première fois que j'avais vraiment allié des liens vraiment d'amitié pour le coup. J'ai comme une amie d'enfance que j'ai connue à 10 ans. Donc ça, c'est la seule amitié que j'ai eue vraiment de fort de cette époque. Mais sinon, c'est vrai que j'ai commencé à lier d'amitié à l'université. Je commençais à aller un peu mieux, on va dire, même si les TC étaient clairement là, que les envies suicidaires étaient encore très clairement là, l'automutilation, ça s'est encore plus aggravé. Donc, voilà. Oui, c'est ça, il y a eu vraiment cette bascule au moment, finalement, de prendre ton autonomie d'une manière très concrète, puisque tu vivais seul, et du coup de commencer à te dire ok, je vais pouvoir demander de l'aide. Et c'est important ce que tu soulignes de la préciosité de la présence de psychologues dans les facs, en fait, que les étudiants peuvent aller consulter gratuitement, ce qui est une sacrée ressource. Et puis en plus, vous vous êtes bien entendu, il y a une alliance thérapeutique qui s'est faite tout de suite. Donc on en arrive à ce qui t'a motivé à faire ce métier de diététicien et ces études-là. Alors, c'était peut-être logique, cela dit, je sais pas. Logique, pas logique, dans le sens, en fait, finalement, c'est avec toutes ces années de TCA, je me suis énormément renseigné sur l'alimentation, et en fait, malgré les TCA, j'ai juste trouvé ça super intéressant, le côté scientifique de la chose. Comment est-ce que tel aliment, tel macronutriment, micronutriment, telle vitamine, etc., impacte le corps, etc., et j'ai trouvé ça super fascinant. Même si je l'utilisais pas du tout à bon escient, mais je trouvais ça juste fascinant. J'ai toujours en fait voulu aider l'autre. Ça a toujours été une très grosse motivation pour moi. De base, je voulais être sapeur-pompier de Paris. Sauf que avec mes troubles psy, ça n'a pas trop collé. J'étais censé faire un service civique là, en février,
Mais ça allait vraiment pas bien à cette époque-là. J'avais énormément d'envie suicidaire, donc j'ai arrêté. Mais c'était ça un peu mon but de base. Et puis, diététicien, vu que j'aimais la diététique, je voulais aider des gens. Je me suis dit, ça colle, quoi. Ça tombait sous le sens, du coup. Ouais. C'est ça. Oui. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette voie-là. Et franchement, je regrette pas du tout, même si je voulais être sapeur-pompier. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal. Parce que en diététique, c'est un peu plus tranquille, entre guillemets, que sapeur-pompier de Paris, parce que c'est très militaire, donc c'est quand même une ambiance un peu spéciale, on est toujours sous pression. Et la preuve, du coup, j'ai pas tenu. Donc finalement, je me retrouve très bien dans le métier que je fais à l'heure actuelle. Tu as pu faire l'expérience de cette option-là, de peut-être ça, et puis non, finalement... C'est ça. Et où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui, Pierre, dans ton parcours de cheminement, de guérison, de soins? C'est très compliqué de le définir, parce que ça va vraiment dépendre des jours. Parce que j'ai beaucoup de fluctuations d'émotions, donc c'est vrai que dans une journée, donc c'est très compliqué de me situer là-dessus. Parce que j'ai l'impression d'avancer, mais en même temps, j'ai l'impression de reculer aussi. Donc c'est compliqué. Je dirais que je suis un peu dans le début, un début qui est quand même bien avancé, mais je suis quand même dans un début. J'arrive quand même à prendre un peu plus soin de moi, ce qui est déjà assez incroyable. J'arrive déjà à assumer mon passé, j'arrive à être beaucoup plus ouvert aux autres, à tisser beaucoup plus facilement du lien. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ça n'empêche que encore à l'heure actuelle, je lutte tous les jours contre des TCA, j'ai un rapport très compliqué encore avec mon corps, j'ai des envies suicidaires tous les jours. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont très compliquées au quotidien, mais d'un côté, sur certains points, ça avance. Donc, oui, et puis tu es là aujourd'hui. Je suis avec ce pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un pas comment, le fait de venir témoigner, de venir parler de ton parcours? Je pense que c'est quand même un très grand pas, parce que ça veut dire que déjà j'assume, que je suis suffisamment confortable avec le sujet pour pouvoir en parler, que ce soit diffusé, que ce soit écouté par d'autres personnes, potentiellement il y a des retours dessus, donc c'est que je suis quand même suffisamment à l'aise dans mes baskets pour en parler, donc je pense que là-dessus j'ai fait un très gros travail. Et en vrai, je suis assez content. Ouais, mais oui, tu m'étonnes. Mais oui, parce que... Et puis, je suis aussi avec le fait que dès que je t'ai demandé, t'as pas hésité tellement. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, ça a hésité. Mais voilà, c'était vraiment un élan de venir partager. Je crois qu'on va devoir se quitter, Pierre. Et avant qu'on conclue cet épisode, comment tu souhaiterais le conclure? Est-ce qu'il y aurait un message que tu souhaiterais transmettre ou quelque chose que tu n'as pas encore dit? J'aimerais dire que, alors ça va être peut-être très bateau, mais je dirais que parfois l'aide est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Parce qu'aujourd'hui, si je vais, entre guillemets, aussi bien, mais si, j'ai encore beaucoup de difficultés, mais si ça va beaucoup mieux que j'avance, c'est par rapport, certes l'aide avec les psychiatres, psychologues, l'hôpital de jour, ça m'aide beaucoup. Mais en fait, les gens qui me motivent au quotidien, c'est mes collègues de travail. Et franchement, j'ai une équipe qui est extraordinaire. Et jamais, si on m'avait dit ça il y a 1 an, que j'allais pouvoir tisser des liens avec des collègues de travail et que ça allait être une motivation de me lever tous les jours et que ça allait très bien se passer et que ça allait vraiment m'aider dans tout mon cheminement, j'aurais rayonné, quoi. Cru, mais oui. J'aurais pas cru. Mais à l'heure actuelle, je me rends compte que le fait de parler avec les personnes de mon bâtiment qui sont incroyables, les infirmières aussi sont super gentilles et on s'entend très très bien. Et finalement, en fait, je me rends compte que le côté médical de la chose, c'est très important, mais qu'en fait, il ne faut pas oublier de vivre et d'être humain en fait à côté. Et que certes, on est un patient, mais on est avant tout un humain. Et que parfois, faut juste oser tisser du lien. Et en fait, on peut avoir de très très bonnes surprises. Mais oui, ouais, c'est vraiment un message super inspirant, ça, parce que je reste, on va dire que je fais une fixette, mais sur ce petit garçon seul, isolé, cet adolescent seul, isolé, ce jeune adulte qui s'ouvre là et qui fait des rencontres et même il y a 1 an, tu n'aurais pas cru, quoi, et c'est possible en fait, c'est possible, c'est un super message d'espoir, je trouve.
Merci beaucoup Pierre. Est-ce que tu serais OK pour que des personnes te contactent ou tu préfères que ça passe par moi? Comment tu souhaiterais? Ah oui, non, moi, il n'y a aucun souci. Ça peut être sur Instagram. Moi, je pense que ce serait le plus simple. OK, bah écoute, nous mettrons avec Cathy le lien vers ton Instagram dans la description de l'épisode. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite un bon retour jusqu'à chez toi. On va croiser les doigts pour que la fée du RER soit de ton côté encore une fois. Et puis peut-être à bientôt pour une suite, pourquoi pas. Ah bah pourquoi pas, bah merci à toi en tout cas de m'avoir accueilli, c'était super sympa de pouvoir en discuter avec toi et partager mon expérience et puis ouais, peut-être à la prochaine fois s'il y a une évolution. Un bis, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet épisode 77 et de ce 3e témoignage masculin sur le podcast La pleine conscience du pouvoir. Je suis très touchée de la confiance que Pierre m'a faite et nous fait en nous confiant son témoignage. À son tour, il contribue à communiquer sur les troubles des conduites alimentaires, en particulier chez les hommes. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir.